Bon, je pense que j'ai regardé assez de matchs de la Coupe du Monde des clubs pour en tirer une petite conclusion. Je viens de finir de regarder le match de la Juventus et le constat que je fais, c'est que il y a un décalage de niveau entre les équipes européennes et les autres, tout simplement. C'était pas un secret, mais bref, là n'est pas le problème. Le problème avec cette compétition, c'est que les joueurs en ont plein les bottes. Ils sont complètement cramés. On les voit. La plupart des équipes sont fatiguées. À nos grandes dames, l'équipe qui justement ne donne pas cette impression d'être fatiguée et de jouer une compétition de pré-saison, bah c'est le Paris Saint-Germain, qui ont gagné la Ligue des Champions et qui ont joué toutes les compétitions à fond. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont joué face à l'Atlético. T'avais l'impression que c'est l'Atlético qui avait fait une saison de fou, qui avait joué toutes les compétitions jusqu'au bout. Mais non, le PSG reste sur le même rythme. C'est ça qui est impressionnant dans cette équipe du Paris Saint-Germain, mais bref. En ce qui concerne toutes les autres équipes, t'as l'impression qu'elles jouent l'International Champions Cup. T'as l'impression que c'est une compétition de pré-saison. Je sais pas si c'est le cadrage ou le climat qui nous fait croire ça, mais cette Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, elle a une vibe de. Je sais pas si c'est moi qui me force à penser ça, mais les équipes, elles ne jouent pas à fond, j'ai l'impression. Vous allez me dire, oui, faut qu'elles reprennent du rythme, etc. C'est logique en vrai. Ils reviennent à peu près tous de vacances, à part pour ceux qui étaient en sélection. Et ça, d'ailleurs, je comprends pas en fait. C'est une compétition pourrie en fait. Ils l'ont rajouté juste pour la rajouter. Laissez les joueurs se reposer. On veut du spectacle, du vrai. On veut pas des joueurs fatigués sur le terrain qui jouent à moitié en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Classer les 4 Coupes du Monde de la meilleure à la moins bonne. Les gars, c'est parti, vous n'allez pas être d'accord avec moi, je sais très bien, parce que je sais que vous avez un certain affect avec une certaine équipe à une certaine année de Coupe du Monde, mais c'est pas mon problème. En numéro 4, je mets la Coupe du Monde 2018. Je sais, vous n'allez pas être d'accord, mais t'es fou quoi? La France, elle a gagné, c'était extraordinaire, on a kiffé. Oui, oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'une Coupe du Monde, ça se juge sur toute la Coupe du Monde, pas que sur la vision de l'équipe de France. Parce que du coup, ça serait différent. Si je suis français en tant qu'équipe de France, etc., là oui, ok, c'était incroyable. Mais en tant que juste supporter de foot lambda, quelle trace nous a laissé la Coupe du Monde 2018? Franchement, il n'y en a pas tant que ça. Ensuite, je place la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors, c'était cool, franchement, l'ambiance a été intéressante au Brésil, etc. Mais en termes d'éléments marquants footballistiquement, il y en a eu, mais. Ah si, il y en a eu quand même. Attendez, je réfléchis. Non, pardon, en fait, je viens de me rappeler des trucs que j'ai vus en 2014. C'était extraordinaire. La 2010, je vais la mettre. Pourquoi? Parce que j'avais 12 ans en 2010. Donc, je me rappelle en fait de l'ambiance globale. Franchement, j'avais kiffé. Mais je sais pas si c'est que de la nostalgie. Parce que je me rappelle que des bons trucs. Même les trucs qu'il y avait autour des Coupes du Monde. Le Waka Waka. Le truc, la musique Coca-Cola. Bon, même sur boycott maintenant. Euh, il y avait trop de petits trucs. Tu vois, l'Espagne qui gagne. Il y avait plein de petits trucs. Mais Afrique du Sud en plus, c'était intéressant. Tu vois, le délire, franchement, je kiffais trop. Mais est-ce que c'est de la nostalgie? Donc je vais le mettre quand même en troisième pour éviter tout type de nostalgie. Et du coup, en numéro 2 je mets la Coupe du Monde 2014. C'était au Brésil. Les Pays-Bas qui tabassent l'Espagne. L'Allemagne qui tabasse le Brésil chez eux. La tête de Van Persie. En fait, il y a eu trop de petits éléments comme ça marquants qui ont fait que en fait, je suis obligé de le mettre en deux. Et en numéro un, je suis désolé. Je sais, vous allez dire, ah, je suis sûr que tu dis ça pour Messi. Oui, oui, mais je dis ça par rapport à la Coupe du Monde de Messi. Parce que vous allez me dire, ouais, mais du coup, t'es pas objectif. Vu que pour l'équipe de France, tu dis qu'il faut pas regarder que d'une vision. Là, tu regardes que en termes de fan de Messi. Non. Non, non, non. Messi, c'est le football. Messi, c'est un joueur, ça fait 15 ans qu'il est dans le top niveau. Le fait qu'il prenne une Coupe du Monde à ce moment-là, à la fin de sa carrière, à sa dernière Coupe du Monde potentielle, surtout à l'époque, bon, peut-être là, il va la faire, mais en tout cas, à l'époque, pour nous, c'était sûr que c'était la dernière Coupe du Monde. Il va la chercher avec une équipe d'Argentine, franchement, qui payait pas de mine de base. Tu vois, au fur et à mesure de la compétition, on s'est rendu compte que c'était des vrais bons joueurs, mais en tout cas, au début, ça payait pas de mine. Ils perdent contre le Mexique. Euh, Tu regardes autour de ça, après, il y a le Maroc qui fait une sacrée Coupe du Monde. Il y a des mastodontes qui se font éteindre. Non, il y avait quelque chose, il y avait quelque chose. Mais je pense que si je suis pas fan de Messi, la vérité, si je suis objectif, si je suis pas fan de Messi, si j'ai la haine contre Messi ou si je m'en fous de Messi, je pense que je mets la 2014 en première. Voilà, je le dis. 18h. 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 J'ai répété 3 fois, au moins tu sais, t'as capté. 18h. C'est la fumée qui arrive pour les défenseurs. Cherki Haaland. Quelle aura. Waouh. Ça fait peur. J'aimerais pas être à la place des défenseurs, à vrai dire. 18h contre Wydad, Casablanca, si je dis pas de bêtises. Alors allumer la télé, ce sera le Cherki Ball. Pep Guardiola, s'il te plaît. Regarde comment on met nos mains, s'il te plaît. Ça date, il est dans le club, Cherki là.
On n'a pas, on voit que des vidéos de lui à l'entraînement, il envoie des grosses frappes du gauche, du droit. Tu le prends dans tes bras, t'es content de l'avoir dans le club et tout, s'il te plaît. Vas-y, ben montre-nous que t'es bien content. Fais-le jouer titulaire, s'il te plaît, aujourd'hui. Tu mets Haaland devant, juste on teste un truc vite fait. On teste juste un bail, on veut juste voir en mode ce que ça donne les deux, t'as capté? Avant les grands matchs et tout, on veut juste tester. Juste un bail, s'il te plaît. On ne demande pas plus. On n'est pas gourmand. Merci. Phil Water Foden, Laka 47. Tu sais, je peux shooter même s'il y a un goal. Les gars, on fait la relancer ou faut attendre? Faut attendre un peu parce que là, il est aux États-Unis. Il n'est pas à Manchester, tous les bails. Bref, le match s'est fini à 19h45. Je débriefe à minuit 50. Je fais ce que je veux, c'est mon compte. On n'est pas là pour parler de ça. Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, voilà, pour ceux qui me suivent peut-être depuis cette saison ou les années passées, etc., ils savent ce que j'ai pensé de la saison de Phil Foden. Voilà, ils savent les théories que j'ai faites sur lui. Aujourd'hui, j'ai fait des recherches. Sa femme n'est pas aux États-Unis. Moi, j'avais fait quoi comme théorie sur lui, les gars? J'avais dit qu'il était nul parce qu'il baisait trop sa femme. Il faisait des enfants partout, il devenait fou. Sa femme n'est pas aux États-Unis. Bizarrement, buteur, homme du match. Bizarre, comme c'est bizarre, tiens. Et puis quand je fais des débriefs à chaud, on me prend pour un fou. Quand je fais des théories, on me prend pour un fou. Mais tout est là, les gars. Tout est là dans la tête. Sa femme n'est pas aux États-Unis. Phil Foden est seul avec Pep Guardiola et ses coéquipiers. Et bizarrement, lorsqu'il est seulement avec Pep Guardiola et ses coéquipiers, qu'il n'est pas avec sa femme, qu'il ne fait pas l'amour avec sa femme, il performe. Bizarrement. Comme c'est bizarre. 150 millions. On en parle quand? Florian Wirtz, que j'aime de tout mon cœur, qui aime le Barça, que je souhaitais voir rejoindre le Barça un jour, pourrait devenir le 3e transfert le plus cher de l'histoire. Et on fait comme si de rien n'était. Après Neymar au Paris Saint-Germain, Kylian, Florian Wirtz, avec les bonus, pourrait atteindre la somme totale de 150 millions d'euros d'indemnité de transfert. Alors oui, c'est un joueur de foot fabuleux. 228 matchs, 64 buts, 69 passes. Joueur de la saison en Bundesliga, nommé 2 fois meilleur jeune joueur d'Europa League, champion d'Allemagne, champion de la Supercoupe d'Allemagne, champion de la Coupe d'Allemagne. Côté foot, il n'y a rien à dire. Mais est-ce qu'il vaut 150 millions? On sait tous que c'est le joueur, la star du collectif de Leverkusen, celui qui aura représenté l'équipe, le visage de Leverkusen invaincu. Et il restera à jamais ce visage-là. Et je pense même que son talent, il est plus à prouver à personne. Ce qu'il est capable de faire, que ce soit par la passe, par le dribble, par la frappe, il est phénoménal. Mais 150 millions, sincèrement, ça me choque d'autant plus venant de la part de Liverpool. Parce que c'est très loin d'être leur politique à la base. Je dis bien à la base. En tout cas, pour moi, le transfert est trop cher. Aussi fort soit-il, il vaut pas 150 millions. Mais attention, c'est le genre de joueur qui peut te faire dire « Ah, finalement si, il valait 150 millions ». C'est pour ça que j'ai très hâte de voir Liverpool la saison prochaine. Avec le recrutement qu'ils sont en train de faire et qu'ils n'ont pas fini de faire, j'ai très hâte de voir ce que ça va devenir.